La police s'intéresse aussi aux occupants du ranch Span. Il faut dire que dès la clôture du verdict sur les affaires Ted LaBianca, la justice va ouvrir le dossier Inman. Lors d'un reportage consacré à la famille Manson, un hélicoptère de la police surgit des airs et survole le groupe. Les caméramans filment la scène. Les membres de la famille s'en amusent comme des enfants entament une partie de cache-cache. Toujours devant les caméras, une partie du groupe, donc Steve Grogan, un élément clé qui viendra plus tard grossir les bancs des accusés, sont contrôlés et verbalisés par une patrouille de shérif du comté. Cette route principale, menant du ranch au palais de justice, est sous haute surveillance. Passivement, les contrevenants se plient aux forces de l'ordre. Charles Manson est dépeint bien souvent à tort comme un psychopathe solitaire, retranché dans son ranch. En réalité, il est bien connu des milieux branchés d'Hollywood, Night Club, Bartoples, où sont familiers. Bien connu d'un cercle privé où le gratin d'Hollywood se mélange. Bien connu d'un réseau d'acteurs, d'actrices, de promoteurs, de stars du rock hollywoodien. Et fournit du sexe et de la drogue à beaucoup d'entre eux. Au cours de l'été 1968, Donnie Wilson, le batteur des Beach Boys, ramasse en autostop des membres de la famille Manson. De là, Wilson vient rencontrer Charlie et l'accueille à bras ouverts dans sa superbe villa de Beverly Hills, avec une partie de ses filles. Donnie Wilson dépense des milliers de dollars en nourriture, drogue et cadeaux, lesquels aubainent d'avoir à portée de main un harem de jeunes filles fortement débridées sur le sexe. Bien sûr que Charlie se sert des charmes de ses filles sur Wilson pour pouvoir percer dans la chanson. Mais c'est de bonne guerre, chacun des deux hommes y trouve son compte dans ce deal. Manson et ses filles s'installent à son domicile plus d'1 an en faisant des allers-retours au ranch Span. Donnie Wilson ne s'offusque pas de leur présence, bien au contraire. Il apprécie la spontanéité de la musique de son ami sans pour autant reconnaître une valeur artistique. Mais Manson ne perd pas son objectif principal, être présenté au producteur Terry Melcher, ami de Wilson. Ainsi, il rencontre Melcher, fils de l'actrice Doris Day. Il est dit que la rencontre a lieu à son domicile au 1050 Seyo Drive, car bien avant les Polanski, Terry Melcher y est locataire. Manson y passe alors une audition, mais peu convaincante pour Melcher. Plein de bonne volonté, Wilson n'abandonne pas Charlie et lui permet d'enregistrer des bandes. Mais Wilson lui dit de ne pas les avoir conservées, car elles contenaient selon lui des vibrations qui n'étaient pas de ce monde. Pourtant, le groupe des Beach Boys adoptera des chansons de Manson en les incluant dans l'un de leurs albums. De là, entre les deux hommes, l'amitié se brise. Manson trahit, dit que Wilson lui a volé sa musique. De là, avec les filles, il se retranche définitivement dans son ranch en refermant l'épisode Wilson-Manson. À la barre, Dennis Wilson déclara n'avoir jamais entendu parler des projets des meurtres Ted LaBianca, ni avoir été informé des faits. Un témoin à charge inattendu passe à la barre du tribunal. Il s'agit de Bernard Krove. Lugosi l'a invité. En effet, en été 1969, Tex Watson a la bonne idée de voler $2000 à un trafiquant de drogue, Bernard Krove. Le trafiquant menace alors de représailles la famille entière et enlève une toute jeune fille. Charles Manson prend alors la décision de rencontrer Krove. L'homme est dangereux, Manson se munit d'un revolver, pas chargé d'après lui, pour tout simplement l'intimider. Devant Manson, Krove veut supprimer la fille. Manson se met alors à genoux et lui offre sa vie en échange. Krove répond non, elle va mourir. Le ton monte et un coup de feu part. L'arme était chargée et le sinistre trafiquant a reçu une balle dans l'estomac. Manson déclara que le principal est que la fille est sauvée. Bernard Krove est alors considéré comme mort pour Charlie. Des bruits courent qu'un membre des Black Panthers a été tué. Mais en réalité, Krove n'est que blessé et il ne fait pas partie du tout des Black Panthers. Mais Manson ignore ces détails. C'est alors qu'à cette époque que la famille emmagasinera des armes sur le ranch pour tout simplement se défendre. Ainsi, Bernard Krove, trafiquant de drogue, qui à l'époque des faits n'avait pas porté plainte à la police, on le comprend bien, témoigne sur cette tentative d'assassinat sur sa petite personne. Juge et juré ne s'offusquent pas de son statut, ni sur sa décision d'avoir voulu tuer
une jeune fille, pour l'exemple. Tout est normal. Son témoignage sera considéré comme recevable. Le but d'avoir amené Grove à la barre était de démontrer que Charles Manson était capable de commettre un acte violent, pouvait potentiellement entraîner la mort d'un autre. Il aurait été intéressant d'identifier la balle que Grove a encore dans l'estomac, pour la comparer avec celle retrouvée sur certaines des victimes de Celio Drive. Mais Grove déclare que l'opération d'extraction serait trop dangereuse et pourrait être fatale à sa vie. Car l'arme qu'a utilisée Charles Watson a été retrouvée par un jeune garçon de 10 ans sur une colline de Los Angeles. C'est un Colt calibre 22 qui contenait encore 2 cartouches. Une plaquette de crosse est manquante. Aucune traçabilité de l'arme peut indiquer formellement le propriétaire. Mais suivant les dires de Watson, ce Colt lui a été remis par Charles Manson qui en fait le propriétaire légitime pour l'accusation. Durant le procès, le juge Holder va s'intéresser à la santé mentale de Manson. Ce dernier s'exprime dans un langage bien particulier. Il parle par code, fait souvent des références bibliques, mais il est loin d'être fou. Il est le premier à s'en défendre. Manson ne cherche pas à plaider la folie pour se rendre irresponsable de ses soi-disant actes. Il est le seul des accusés à ne pas avoir changé de version du début à la fin du procès et maintenir de crier haut et fort qu'il n'a pas commandité de meurtre à qui que ce soit. Tout va bien, tout va bien. Lui, il s'est encore ridiculisé. Il n'a aucune raison de mettre en doute ma santé mentale. Lucide de la tournure de l'instruction, il feint d'espérer d'entendre clamer son innocence dans l'enclave du tribunal. Son seul souhait est de rejoindre son désert. Je n'accepte pas du tout la situation. Je m'occupais de mes affaires. Cette confusion vous appartient. C'est votre confusion. Je n'ai aucune confusion. Je ne me sens pas du tout coupable. Je sais très bien ce que j'ai fait. Personne n'a le droit de me juger. Je suis mon propre juge. Qu'avez-vous fait alors? J'étais dans le désert, le temps était nuageux, je m'occupais de mes affaires, loin de votre société, et c'est pour cela que j'aime y aller. Mais vous ne me laisserez pas partir, hein? Quelle chose avez-vous contre notre société? Pardon? Qu'avez-vous contre notre société? Quelle chose? J'ai beaucoup souffert toute ma vie. Et j'arrive en marge de votre société. Maintenant, vous pouvez reprendre votre vélo, faire ce que vous voulez avec vos écoles, réformer dans vos petits bureaux, je ne viendrai pas vous chercher. Je ne viendrai pas vous chercher. Je me sens en accord avec ce que j'ai fait, je me sens en accord avec moi-même et ce qui m'entoure. Lorsque l'affaire Inman va être instruite, le banc des accusés va grossir, par la présence de personnes incarcérées dans l'attente d'un jugement, et d'autres qui jusqu'à présent allaient et venaient en toute liberté assister aux audiences. Bobby Beausoleil, né Robert Kenneth Beausoleil. Il est âgé de 23 ans. Ce jeune homme est musicien, mais ses penchants pour la drogue sont une raison qui en fera un tueur. En août 1969, 10 jours tout juste après le meurtre de Gary Inman, Bobby Beausoleil est arrêté par la police en conduisant la propre voiture de sa victime. On retrouve également dans le véhicule l'arme du crime, un couteau Bowie américain. Sur sa chemise est retrouvé des taches de sang appartenant à Inman. Susan Atkins est de nouveau impliquée dans cette affaire, qui fait la troisième en comptant Ted et LaBianca. Un nouveau visage apparaît, celui de Mary Teresa Brunner. Elle est âgée de 23 ans. Elle est la première compagne de Charles Manson. Elle a déjà été arrêtée pour vol de carte de crédit et vol à main armée. Elle est présente avec Atkins sur les lieux de l'assassinat d'Inman. Bruce Davis. Il est âgé de 38 ans. En 1967, il rencontre Manson, Brunner, Fromm et Kremwinkel. Il est décrit comme l'homme droit de Charlie. Bruce Davis est impliqué dans l'affaire Inman ainsi que Charles Manson. Plus tard, il sera soupçonné d'autres meurtres. En juillet 1969, Beausoleil vend des pilules de mescaline à un groupe de motards. Quand ces derniers découvrent que les comprimés sont trafiqués, ils obligent Beausoleil à se rendre chez son fournisseur, Gary Inman, pour être remboursé. En compagnie de 2 filles, Atkins et Brunner, Bobby Beausoleil se rend le 25 juillet au domicile de Inman, à Topanga, près de Los Angeles.
Inman propose de leur verser 150 $. Insuffisant pour Bobby, il décide de le retenir en otage et appelle à la rescousse Manson et Davis. D'après les déclarations des accusés, Manson aurait alors blessé à son arrivée Inman au visage, puis avec une épée, il lui aurait coupé une partie de l'oreille. Pour le médecin légiste, ces blessures ne sont pas celles qui ont entraîné sa mort. Puis, Manson et Davis quittent la maison, laissant le trio Beausoleil, Atkins et Brunner avec leurs victimes. Après 48 heures de réflexion, craignant que Gary Inman les dénonce à la police, Beausoleil décide de l'achever et le poignarde en plein cœur. Avant de quitter les lieux du crime, pour brouiller les pistes, le trio inscrit sur le mur, avec le sang de la victime, Political Piggy, avec un dessin de pattes de Panther, pour jeter la suspicion sur les Black Panthers. Le corps de Gary Inman sera découvert 4 jours plus tard, le 31 juillet 1969. D'autres proches furent arrêtés, comme 2 motards, Danny DeCarlo et Al Springer. Ils racontent alors un meurtre horrible, celui de Donald Shee, un contremaître au ranch pour le compte de George Span. À l'arrivée de la famille Manson, Donald Shee, dit Shorty, a d'abord coexisté de façon paisible, puis les rapports se sont dégradés jusqu'au 16 août 1969 où le raid de police a débarqué sur le ranch. Souvenez-vous, une partie de la famille a été embarquée brièvement et mise sous garde pour soupçon de vol de voiture. Malgré que Shorty a été arrêté lui aussi, Bruce Davis avouera que Charles Manson a soupçonné Shorty d'avoir dénoncé la famille à la police et le considère comme une balance. Donald Shee va être exécuté dans les collines de Los Angeles. Bruce Davis revient sur le devant de la scène, en passant aux aveux d'avoir participé au meurtre. Steve Glenn Grogan prend place sur le banc des accusés. Steve Grogan est âgé de 19 ans. Après avoir quitté l'école primaire, il est impliqué dans plusieurs petits délits de vol. Ses parents, frustrés, le placent au ranch Span, où il travaillait. Son contremaître est Donald Shee. Les rapports entre les deux hommes sont excellents. La famille Manson n'arrivera au ranch que bien plus tard. Steve Grogan est souvent considéré comme stupide, voire retardé par les membres de la famille. Son addiction au sexe l'amène à une condamnation en début 1969 où il est brièvement enfermé en observation dans un hôpital psychiatrique pour avoir exposé son pénis à un groupe d'écoliers. Selon Davis et Grogan, 3 autres hommes ont participé à ce meurtre, commandité par Charles Manson. Il s'agit de Tex Watson, Bill Vance et Larry Bailey. Participant possible au meurtre, Watson, Vance et Bailey n'ont jamais été inculpés faute de preuves. Les détails du crime sont particulièrement atroces. La victime aurait été immolée vive par le feu. Puis, il aurait été démembré en 9 morceaux et les restes donnés à manger aux chiens. L'opinion est écœurée d'une telle sauvagerie. L'homme découpé en morceaux sous les ordres de Manson fait les gros titres des journaux. C'est Steve Grogan qui va aider les autorités en dessinant un croquis à retrouver le corps enterré. La police est sceptique d'après les conclusions de la mort décrites par les membres de la famille et les assassins. Que vont-ils bien pouvoir retrouver? L'emplacement du corps est bien découvert en 1977, près d'une décennie après sa mort. À la découverte des restes squelettiques de Shorty, le rapport d'autopsie déclare que son corps a souffert de coups multiples et de hachages à la poitrine et d'un traumatisme brutal à la tête. Le squelette quant à lui est complet et non démembré. Le corps démembré de Donald Shee, donné à manger aux chiens, est un bel exemple de délire de certains membres de la famille Manson. Certains l'avaient entendu dire, tandis que d'autres, pire, y avaient assisté. Si le corps de ce malheureux n'avait pas été retrouvé, ce fait erroné serait toujours considéré comme véridique. L'issue de ce procès tant attendu par le monde entier a déchaîné les passions. Le 19 avril 1971, la peine de mort est prononcée à l'égard de Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Crewintel et Leslie Van Houten. Linda Kasabian reçoit l'immunité pour son concours auprès de la justice. Le procureur Bugliosi déclarera qu'il aurait été très difficile de prouver l'implication de Manson sur les meurtres sans le témoignage de Kasabian. Plus tard,
Bobby Beausoleil et Charles Tex Watson seront reconnus coupables également et condamnés à mort. En 1972, le comté de Los Angeles déclare Bruce Davis de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour l'assassinat de Hinman et Shee. Il est condamné à mort. Steve Grogan écope de la peine de réclusion à perpétuité. Quant à Mary Brunner, témoin à charge dans l'affaire Hinman, reçoit également l'immunité contre les poursuites, ayant témoigné contre Beausoleil et Atkins. Ces peines de mort ne seront pas applicables car la Californie abolit la peine de mort le 16 février 1972. Les accusés en attente dans le couloir de la mort voient leur peine convertie à la perpétuité. Ainsi se referme l'affaire Manson. Steve Grogan sera libéré sur parole en 1985. La justice n'entendra plus parler de lui. Susan Atkins, reconnue coupable 8 fois sur les 9 meurtres. Elle s'est mariée 2 fois en prison. En avril 2008, elle sera hospitalisée pour un cancer du cerveau et sera amputée d'une jambe. En juin 2008, partiellement paralysée, elle fait une 10e demande de libération conditionnelle pour finir ses jours hors de la prison. Demande rejetée par la commission. Susan Atkins décédera des suites de ce cancer le 24 septembre 2009. Patricia Krementel, toujours emprisonnée après 13 demandes de libération conditionnelle. Leslie Van Houten, ces 20 demandes de libération conditionnelle lui ont été refusées, toujours emprisonnée. Tex Watson, il s'est marié et a 4 enfants conçus lors des visites conjugales en prison. Sa 17e demande de liberté conditionnelle lui a été refusée. Bobby Beausoleil, en 1980, il s'est marié et a conçu 4 enfants en prison. Bobby Beausoleil, en plus de jouer de la musique en prison, peint des tableaux qu'il vend sur son site internet. Le 14 octobre 2016, sa 17e demande de libération conditionnelle lui a été refusée. Bruce Davis, 27e demande de libération conditionnelle, rejetée. Charles Manson, décédé de mort naturelle à l'âge de 83 ans, le 19 novembre 2017. Ses 12 demandes de liberté conditionnelle ont été rejetées. Malgré sa mort, il continuera bien longtemps à alimenter des livres, des chansons, des circuits touristiques, des sites internet et des films. Manson a lui-même publié un album en 1970, réédité en CD en 2006. Je retourne dans ce vieux trou. Que pensez-vous de cette décision? Quelle décision? De vous garder en prison. Tout le monde est en prison.